Mon mari martelait ma porte d'entrée, assez fort pour faire trembler les cadres sur les murs, en hurlant que j'avais ruiné sa vie. 3 jours plus tôt, j'étais assise sur une chaise en plastique, devant l'aile pédiatrique de l'hôpital pour enfants Vanderbilt à Nashville, et je serrais mon téléphone à 2 mains pour être sûr de ne pas le lâcher. Ma fille Emma, âgée de 2 ans, était recroquevillée sous une fine couverture d'hôpital, une perfusion collée sur sa petite main. Une infirmière nommée Patrice venait de me dire les mots qu'aucune mère ne veut jamais entendre, nous devons agir vite, Madame Bennett. J'avais 46 ans, j'étais officier de logistique dans l'armée, basé à Fort Campbell, et j'avais passé la moitié de ma vie d'adulte à résoudre des problèmes de route en mauvais état, de livraison en retard et de matériel manquant. Mais assise là, dans ce couloir, à fixer une estimation de la facture d'hôpital, je me suis senti comme une jeune femme effrayée, sans grade, sans aucun plan, et le souffle coupé. La somme dont j'avais besoin immédiatement était de 5 500 €. Pas 55 000, pas un chiffre impossible sorti d'un film, juste assez pour vous faire penser, sûrement, quelqu'un qui nous aime va nous aider. Alors, j'ai appelé mon mari, Marc. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air agacé. Rebecca, je suis en plein milieu de quelque chose. Emma a besoin d'une opération, ai-je dit. Ils ont besoin du paiement aujourd'hui. C'est 5 500 €. Il y a eu une pause, mais pas celle dont j'avais besoin. Pas de peur, pas de panique. Pas de « j'arrive tout de suite ». Puis il a dit « on vient de signer pour la maison de plage ». J'ai cligné des yeux en regardant le mur beige de l'hôpital. Quoi? La maison à destin. Chaque euro est bloqué en ce moment. Notre fille est dans un lit d'hôpital. Il a baissé la voix, comme si je le mettais dans l'embarras en public. Tu vas devoir te débrouiller toute seule. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu sa mère en arrière-plan. Linda avait cette voix perçante de dévote qui pouvait couper du tissu. Puis elle est intervenue. Cessez d'appeler mon fils, a-t-elle lancé. Adressez-vous à l'armée. La ligne a été coupée. Je suis restée assise, le téléphone collé à l'oreille, bien après la fin de l'appel. De l'autre côté du couloir, un distributeur automatique bourdonnait. Quelque part à proximité, un bébé pleurait, et un médecin riait doucement de quelque chose qu'une infirmière avait dit, comme si la vie normale avait l'audace de continuer son cours. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai plié l'estimation en 2, puis encore en 2, jusqu'à ce que le papier soit assez petit pour tenir dans la paume de ma main. Ce soir-là, vers 19h40, le père de Marc, Harold Bennett, est arrivé dans le couloir, vêtu d'un pantalon kaki et d'une vieille casquette de baseball de Vanderbilt. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Il n'a pas demandé où était Marc. Il n'a pas défendu Linda. Il s'est simplement assis à côté de moi, a plongé la main dans la poche de sa veste et a glissé une simple enveloppe blanche dans la mienne. « Prends ça », a-t-il dit. « Harold, je ne peux pas, si, tu peux. » Ses yeux étaient humides, mais sa voix est restée ferme. Puis il s'est penché et a murmuré « N'ouvre la lettre à l'intérieur que lorsque tu seras rentré. » C'est là que j'ai compris que l'enveloppe n'était pas seulement une aide. C'était un avertissement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe d'Harold cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Emma s'était enfin endormie après des heures d'examen, de prise de sang et de va-et-vient de médecins dans sa chambre. Les moniteurs à côté de son lit émettaient des bips lents et réguliers qui, d'une certaine manière, rendaient le silence encore plus lourd. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, tenant cette simple enveloppe blanche sur mes genoux. Pour la première fois en 22 ans de mariage, j'ai réalisé que j'avais peur de ce à quoi la vérité pourrait ressembler. Dehors, la silhouette de Nashville brillait au-delà du parking. Mon sac de pactage de l'armée était dans un coin, non déballé. J'avais quitté Fort Campbell si vite ce matin-là que je n'avais même pas défait mon uniforme avant de me précipiter avec Emma à Vanderbilt. Vers minuit, j'ai finalement rompu le seau. La première chose que j'ai vue était un chèque de banque. 5 500 €. Exactement ce dont l'hôpital avait besoin. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Puis j'ai déplié la lettre manuscrite d'Harold. Son écriture semblait tremblante. « Rebecca, s'il te plaît, ne discute pas avec moi à propos de cet argent. Emma en a besoin maintenant. J'aurais aimé parler plus tôt. J'espérais que Marc retrouverait la raison. Il ne l'a pas fait. Il te ment depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. » C'était tout. Pas de longue explication. Juste une seule phrase qui m'a noué l'estomac.
J'ai soigneusement replié la lettre et l'ai remise à l'intérieur. Le lendemain matin, je suis descendu au service de facturation et j'ai remis le chèque de banque. La femme derrière le comptoir a souri. Tout est en ordre, Madame Carter. Entendre ces quelques mots a failli me faire fondre en larmes. L'opération d'Emma pouvait enfin avoir lieu. Quand je suis retourné à l'étage, Harold attendait devant la chambre avec 2 cafés du bistrot de l'hôpital. J'ai pensé que le tien serait froid maintenant, a-t-il dit. Il me connaissait trop bien. Nous nous sommes assis ensemble dans le couloir pendant qu'Emma dormait. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me pesait sur le cœur toute la nuit. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre? Harold a fixé son café. Parce que j'aurais dû te le dire il y a des années. Je ne l'ai pas interrompu. Quand toi et Marc vous êtes mariés, dit-il doucement, je pensais qu'il deviendrait le genre d'homme que tu méritais. Il eut un petit rire triste. J'ai continué à attendre. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Harold a poursuivi. Tu étais en déploiement. Tu manquais les anniversaires, les dates importantes, les matins de Noël. Mais chaque fois que tu rentrais, tu agissais comme si tu étais la plus chanceuse. J'ai souri faiblement. Je l'étais. Non, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Tu portais tout le monde sur tes épaules. Ces mots ont ravivé des souvenirs que j'avais passé des années à refouler. Je me suis souvenu d'envoyer des chèques depuis le Koweït, de prendre des missions supplémentaires parce que la solde non imposable aidait à couvrir l'entreprise de couverture en difficulté de Marc, de vivre dans un logement militaire pendant que Marc développait son entreprise. Un client à la fois. Quand Emma est née, j'ai refusé une promotion parce qu'une nouvelle affectation nous aurait fait déménager à l'autre bout du pays. Marc m'avait serré dans ses bras cette nuit-là. Je n'oublierai jamais ce que tu abandonnes pour nous. Apparemment, il l'avait déjà fait. Alors que son entreprise grandissait, de petites choses ont commencé à changer. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais un autre exercice d'entraînement. Linda ne manquait jamais une occasion de me rappeler ce qu'elle pensait. Un enfant a besoin de sa mère, disait-elle lors du dîner de Thanksgiving. Pas d'une autre médaille. Je souriais généralement et changeais de sujet. Cela semblait plus simple. Maintenant, assise à côté d'Harold dans un couloir d'hôpital, je me demandais combien de petits compromis étaient discrètement devenus une énorme erreur. Harold a plongé la main dans sa poche et m'a tendu un reçu plié. J'ai retiré la majeure partie de mon épargne retraite hier. Je l'ai regardé, stupéfaite. Vous avez utilisé votre retraite? Il a hoché la tête. Pour Emma. Je vous rembourserai. Il a souri doucement. Je sais que tu le ferais. Avant que je puisse dire autre chose, il a posé une main sur mon épaule. Rebecca. Sa voix a baissé presque jusqu'à un murmure. La maison de plage. Il a hésité. Ce n'est pas un hasard si elle n'est qu'au nom de Marc. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Il y a des choses que tu ne sais pas, je n'ai pas répondu à Harold tout de suite. Le couloir m'a soudain semblé plus froid, même si nous étions fin juillet. Que voulez-vous dire, ai-je finalement demandé. Il a regardé le long du couloir avant de parler, presque comme s'il voulait s'assurer que personne n'écoutait. La maison de plage n'était pas censée être seulement à Marc. J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas, elle devait aussi être à toi. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Harold a pris une lente gorgée de son café. Il y a environ 6 semaines, Marc m'a demandé de vérifier des documents de vente. Tu sais, j'ai toujours été meilleur que lui pour la paperasse. J'ai hoché la tête. Il les a laissés sur la table de la salle à manger pendant qu'il prenait un appel. Le visage d'Harold s'est crispé. Je ne fouinais pas. Je vérifiais les chiffres comme il me l'avait demandé. Il a sorti de sa poche un petit morceau de papier plié. J'ai copié ça avant de partir. C'était l'adresse de la propriété à Destin, en Floride. En dessous, il y avait une note manuscrite. Propriétaire, Mark Bennett. Rien d'autre. Pas de propriété conjointe, ai-je demandé. Il a lentement secoué la tête. Même pas ton nom, nulle part? J'ai fixé le papier. Mais nous avons toujours tout acheté ensemble. Je sais. Mes revenus militaires ont aidé à obtenir le prêt. Je sais.
Je fais des dépôts sur notre compte épargne depuis des années. Je sais. Chaque réponse était comme une brique de plus qui s'abattait sur ma poitrine. Harold a soupiré. J'ai demandé à Marc pourquoi ton nom n'y figurait pas, qu'a-t-il dit? Il m'a dit. Harold a hésité. Il a dit, les mariages de militaires ne durent pas toujours. J'ai éclaté de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que parfois, la vérité est si laide que votre esprit refuse d'y croire. C'est ridicule. J'espérais que ça l'était. Il m'a regardé avec un regret sincère. Mais ensuite, Linda est entrée dans la cuisine. Je savais déjà que ça n'allait pas bien se terminer. Elle a dit que c'était une planification intelligente. J'ai fermé les yeux. Harold a continué doucement. Elle a dit que s'il arrivait quelque chose entre vous deux, au moins la maison de plage resterait dans la famille. J'ai rouvert les yeux. Donc, je n'étais plus de la famille. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Pendant une seconde pleine d'espoir, j'ai pensé que c'était peut-être Marc qui prenait des nouvelles d'Emma. Au lieu de cela, c'était une notification de Facebook. Linda avait posté de nouvelles photos. Elle et Marc se tenaient sur une plage de sable blanc, souriant devant une maison à 2 étages avec des volets bleus. La légende disait, les rêves deviennent vraiment réalité. La famille d'abord. J'ai fixé ces 3 mots. La famille d'abord. Emma était à l'étage, connectée à des moniteurs. Marc n'avait même pas demandé quand l'opération était prévue. J'ai discrètement verrouillé mon téléphone et l'ai glissé dans mon sac. Harold l'a remarqué. C'était Linda? J'ai hoché la tête. Il n'a pas demandé à voir les photos. Il savait déjà. Après un long silence, il a repris la parole. Je me suis disputé avec eux deux. Vraiment? Ils m'ont dit que je surréagissais. Il a eu un sourire las. À mon âge, on ne se soucie plus de paraître dramatique. On dit simplement ce qui est juste. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Merci. Il a semblé embarrassé. J'aurais dû en faire plus. Non. J'ai secoué la tête. Vous êtes venu. Cet après-midi-là, le cardiologue pédiatrique est passé dans la chambre d'Emma. Son opération était prévue pour 7 heures le lendemain matin. Il y avait des risques. Pas de garantie, juste de l'espoir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Toutes les quelques minutes, je vérifiais la respiration d'Emma. Vers 4 heures du matin, je me suis surprise à fixer le plafond, en pensant à la maison de plage. Une partie de moi voulait appeler Marc et exiger une explication. Une autre partie de moi savait que cela ne changerait rien avant l'opération d'Emma. Ma fille avait besoin de moi tout entière. La vérité sur mon mariage pouvait attendre un jour de plus. Du moins, c'est ce que je pensais. À 6h15 le lendemain matin, juste au moment où les infirmières commençaient à préparer Emma pour la chirurgie, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, ce n'était pas Marc. C'était ma banque. Alerte à la fraude. Activité inhabituelle détectée sur le compte. Mon cœur s'est serré. Quelque chose d'autre n'allait pas du tout. À 7 heures ce matin-là, Emma était allongée sur un lit d'hôpital étroit, vêtue d'une petite blouse bleue avec des éléphants de dessin animé imprimés dessus. Elle avait l'air si petite que la couverture semblait trop grande. Une infirmière aux cheveux argentés a souri en ajustant le lapin en peluche d'Emma à côté d'elle. Nous prendrons bien soin de votre petite fille. Je voulais la croire. Quand ils ont poussé le lit d'Emma vers le bloc opératoire, elle a tendu une main ensommeillée vers moi. Maman. Je suis juste là, ma chérie. Je lui ai embrassé le front. Je t'attendrai à ton réveil. Ce furent les mots les plus difficiles que j'ai jamais prononcés, car je ne pouvais pas promettre qu'ils étaient vrais. Les portes se sont refermées et, soudain, il n'y avait plus rien à faire, sinon attendre. Harold est resté avec moi. Il n'a pas essayé de combler le silence avec des conseils ou des réassurances vides de sens. Au lieu de cela, il est allé à la cafétéria et est revenu avec 2 sandwichs pour le petit déjeuner que nous n'avons ni l'un ni l'autre touché. Vers 9 heures, ma sœur cadette, Claire, est arrivée de Clarksville après avoir pris sa matinée. Elle m'a enveloppé dans le genre d'étreinte que seule une sœur peut donner. Tu as l'air épuisé. Je me sens pire encore. Elle est restée assise à côté de moi pendant près de 2 heures.
Nous avons parlé de tout, sauf de l'opération. Des films Disney préférés d'Emma. Des tomates qui poussaient dans le vieux jardin de papa. Du chat errant qui n'arrêtait pas de se montrer sur mon porche. Tout ce qui me rappelait que la vie normale existait encore. Juste après 11 heures, mon téléphone a vibré. Pendant une seconde impossible, j'ai espéré que c'était Marc. Ce n'était pas le cas. C'était une autre notification de Facebook. Normalement, j'ignorais les réseaux sociaux. Cette fois, la curiosité l'a emporté. Linda avait mis en ligne 6 nouvelles photos. Marc se tenait pieds nus sur la terrasse de la maison de plage, tenant une coupe de champagne. Linda souriait à côté de lui. Une légende disait « On célèbre enfin tout notre dur labeur ». Une autre, bénie au-delà des mots. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que Claire me prenne doucement le téléphone des mains. « Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. » Elle l'a retourné. « Tu as déjà assez à porter. » Elle avait raison. Pourtant, les images sont restées dans ma tête. Des coupes de champagne, des vues sur l'océan, ma fille allongée sur une table d'opération. Je n'arrivais pas à faire coïncider ces deux mondes. À 12h30, le chirurgien est enfin entré dans la salle d'attente. Tous les parents présents dans la pièce se sont levés d'un coup. Il a souri en me voyant. Madame Carter. Mes genoux ont failli flancher. L'opération s'est bien passée. Je n'ai pas entendu un autre mot pendant plusieurs secondes. Claire s'est mise à pleurer avant moi. Harold a discrètement retiré ses lunettes et s'est essuyé les yeux. Le chirurgien a expliqué qu'Emma passerait les 2 prochains jours à l'unité de soins intensifs pédiatriques. La convalescence prendrait du temps. Il y aurait des rendez-vous de suivi, des médicaments, beaucoup de patience, mais il était optimiste. Ce seul mot, optimiste. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre après des jours d'obscurité. Plus tard dans l'après-midi, je me suis enfin assise à côté du lit d'Emma en soins intensifs. Elle dormait encore, entourée de tubes et de moniteurs, mais sa respiration semblait paisible. Harold est entré avec un sac en papier. J'ai pensé que le café de l'hôpital ne suffirait pas. À l'intérieur, il y avait mes biscuits au beurre de cacahuète préférés et une tasse de café frais d'un petit café à quelques rues de là. Il s'en était souvenu. Marc n'avait pas pensé à mon anniversaire l'année précédente, mais son père se souvenait des encas que j'aimais pendant les jours de stress. La vie a une étrange façon de vous montrer qui vous voit vraiment. Juste avant le coucher du soleil, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas les réseaux sociaux. Ce n'était pas Marc. C'était un SMS de ma banque me demandant de confirmer plusieurs virements en ligne que je n'avais jamais autorisés. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert mon application bancaire. 3 retraits. Un compte épargne de près de 18 000 €. Disparu. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que les chiffres ne semblent plus réels. Solde de l'épargne, 842,17 €. 2 jours plus tôt à peine, il y avait plus de 18 000 € sur ce compte. Un instant, je me suis demandé si l'hôpital avait fait une erreur. Peut-être que l'assurance avait traité quelque chose 2 fois. Peut-être que l'application avait un bug. J'ai rafraîchi l'écran. Rien n'a changé. 3 virements en ligne. 3 montants différents, tous effectués au cours des 48 heures précédentes. L'unité de soins intensifs m'a soudain semblé trop silencieuse. Emma dormait toujours paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous la couverture. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis sorti dans le couloir avant d'appeler la banque. Après avoir répondu à 3 questions de sécurité, la représentante a demandé « Madame Carter, avez-vous autorisé ces virements ?» Non. Elle est devenue très sérieuse. Je place un gel immédiat sur le compte. Pouvez-vous me dire où l'argent est allé? Je suis désolé, mais je peux seulement vous dire qu'il a été transféré sur un autre compte sous une autorisation conjointe. Autorisation conjointe. Ces 2 mots m'ont frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Marc et moi partagions ce compte depuis des années. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis appuyé contre le mur. Harold m'a trouvé quelques minutes plus tard. On dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a ajusté ses lunettes et a lentement lu les transactions. Ses épaules se sont affaissées. Je craignais cela. Vous le saviez? Non. Il a secoué la tête rapidement. Je savais juste que Marc avait commencé à cacher des choses.
Je voulais être en colère. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. 22 ans de mariage m'ont soudain semblé être une pile de papier que quelqu'un avait discrètement déchiqueté pendant que je ne regardais pas. Ce soir-là, après qu'Emma ait été transférée des soins intensifs à une chambre pédiatrique normale, Claire m'a convaincu de rentrer à la maison pour une douche et des vêtements propres. Tu y verras plus clair après quelques heures de sommeil. Elle avait raison. Entrer dans ma propre maison était étrange. Tout semblait exactement pareil. Les crayons de couleur d'Emma étaient encore sur la table de la cuisine. Ses petites bottes de pluie rose étaient à côté de la porte arrière. La vie s'était arrêtée au milieu d'un mardi ordinaire. En montant mon sac de voyage à l'étage, j'ai remarqué que la porte du bureau de Marc était légèrement ouverte. Normalement, je ne serais pas entré, mais plus rien dans ma vie ne semblait normal. La pièce sentait légèrement le cèdre et l'encre d'imprimante. Son bureau était inhabituellement bien rangé. Un tiroir, cependant, ne se fermait pas complètement. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers étiquetés avec les noms de fournisseurs de toiture. En dessous, il y avait une épaisse enveloppe Kraft. Pas d'étiquette, juste un élastique qui maintenait le tout. J'ai failli la remettre. Presque. Au lieu de cela, je l'ai ouverte. Le premier document était le décompte de vente de la maison de plage. Le second était les papiers de l'hypothèque. Puis j'ai vu mon propre nom, ou plutôt quelque chose qui prétendait être mon nom. La signature ressemblait assez à la mienne pour que la plupart des gens ne remarquent rien, mais je l'ai vu tout de suite. Ce n'était pas la mienne. Le R était courbé dans le mauvais sens. Le nom de famille penchait trop vers la droite. La personne qui avait signé avait copié mon écriture, pas écrit de sa main. Je me suis assise dans le fauteuil de bureau de Marc, car mes jambes sont soudainement devenues faibles. Il y avait d'autres documents en dessous, des demandes de prêt, des déclarations de revenus, des fiches de paie militaires, des copies de mes bulletins de solde. Il avait utilisé mes revenus de l'armée pour renforcer la demande de prêt hypothécaire sans jamais me le dire. J'ai soigneusement photographié chaque page avec mon téléphone avant de tout remettre exactement où je l'avais trouvé. Le temps de refermer la porte d'entrée à clé derrière moi, une chose était devenue douloureusement claire. Ce n'était pas seulement un mariage qui s'effondrait. Quelqu'un avait commis une escroquerie. Le lendemain matin, avant de retourner à l'hôpital, j'ai passé un appel. Mon nom est Rebecca Carter, ai-je dit à la réceptionniste. J'ai besoin de prendre rendez-vous avec le meilleur avocat en droit de la famille que vous ayez. Elle a posé une simple question. Est-ce une urgence? J'ai regardé en direction de l'hôpital pour enfants Vanderbilt, de l'autre côté du parking. Oui, ai-je répondu doucement. C'en est une. Le cabinet d'avocats se trouvait dans un bâtiment en briques rouges juste à côté de West End Avenue, à seulement quelques minutes de l'hôpital. À ce moment-là, Emma dormait confortablement après sa kinésithérapie, et Claire avait insisté pour rester avec elle l'après-midi. Tu dois le faire, m'a-t-elle dit. Emma a besoin d'une mère qui ne porte pas le monde entier sur ses épaules. Elle avait raison. La réceptionniste m'a conduite dans une salle de conférence silencieuse où j'ai rencontré Suzanne Whittaker, une avocate en droit de la famille qui semblait avoir la soixantaine. Elle avait des yeux bienveillants, des cheveux argentés et la confiance tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à voir des familles s'effondrer. Elle ne m'a pas pressé. Elle a simplement demandé, « Rebecca, racontez-moi ce qui s'est passé. » Alors, je l'ai fait. L'hôpital, l'appel téléphonique, la maison de plage, Linda, Harold, l'argent manquant. Finalement, je lui ai tendu mon téléphone avec les photographies que j'avais prises dans le bureau de Marc. Suzanne a étudié chaque document attentivement. Elle a zoomé sur la signature. Puis, elle m'a regardé. Avez-vous signé ceci? Non. Avez-vous déjà donné à votre mari la permission de signer en votre nom? Jamais. Elle s'est adossée à son fauteuil. Ce n'est pas seulement une affaire de divorce. Je craignais que vous ne disiez ça. Non, répondit-elle doucement. Vous devriez être soulagé. J'ai paru confuse. Elle a croisé les mains. Parce que les faits sont plus difficiles à contester que les sentiments. Cette phrase est restée avec moi. Pendant des jours, je m'étais posé des questions impossibles. Est-ce que je surréagissais? Est-ce que l'armée m'avait pris trop de temps? Avais-je, d'une manière ou d'une autre, repoussé Marc? Suzanne a interrompu ses pensées sans même savoir qu'elles étaient là.
Il ne s'agit pas de savoir si vous avez été une épouse parfaite. Elle a tapoté les papiers de l'hypothèque. Il s'agit de savoir si quelqu'un a enfreint la loi. Pour la première fois depuis l'admission d'Emma, j'ai senti mes épaules se détendre. Il y avait une différence entre le chagrin et l'épreuve. Suzanne m'a donné un bloc-notes jaune. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous notiez tout ce dont vous vous souvenez. Absolument tout, date, conversation, compte bancaire, déploiement, achat, même les petites choses. J'ai souri faiblement. J'ai passé 25 ans à tenir des registres militaires. Parfait, a-t-elle dit. Traitez ceci de la même manière. Ce soir-là, après être retourné à l'hôpital, j'ai commencé à établir une chronologie. Fort Campbell, notre mariage, l'ouverture de l'entreprise de couverture de marque, chaque déploiement, chaque dépôt important, chaque remboursement d'impôts, chaque fois que je transférais de l'argent sur le compte épargne. Les pages se sont remplies plus vite que je ne l'aurais cru. Des schémas ont commencé à apparaître. L'argent disparaissait après presque chaque déploiement. De gros achats suivaient en quelques semaines. Un nouveau camion, un bateau de pêche, maintenant la maison de plage. J'avais été si occupé à lui faire confiance que je n'avais jamais fait le lien. Harold est passé juste avant la fin des heures de visite. Il a remarqué le carnet. Des devoirs? On pourrait appeler ça comme ça. Il a souri. J'ai toujours aimé les gens organisés. Puis son expression est devenue sérieuse. Je te dois des excuses. Vous vous êtes déjà assez excusé. Non. Il a secoué la tête. J'ai passé trop d'années à me convaincre que garder le silence préservait l'unité de la famille. Il a regardé en direction de la chambre d'Emma. Ça n'a pas été le cas. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs instants. Finalement, j'ai tendu la main et je lui ai serré la sienne. Vous êtes venu quand c'était important. Ses yeux se sont remplis de larmes. Toi aussi. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Marc. Son premier appel en 4 jours. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. 1 minute plus tard, un autre appel. Puis un autre. Finalement, un SMS est apparu. Rebecca, nous devons parler. Papa ne répond pas à son téléphone. Que t'a-t-il dit? J'ai verrouillé l'écran sans répondre. Pour la première fois depuis le début de tout cela, je ne pensais pas à la vengeance. Je pensais à la vérité, et je n'en avais plus peur. Emma est rentrée à la maison 5 jours plus tard. Franchir notre porte d'entrée avec elle, c'était comme ramener la lumière du soleil dans la maison. Elle était encore faible, et sa petite poitrine était couverte d'une incision soigneusement pansée, mais elle souriait à nouveau. C'était suffisant pour moi. Le cardiologue m'avait donné une liste qui couvrait 2 pages entières, médicaments, contrôle de température, pas de jeux brusques, de courtes promenades dans le jardin, un rendez-vous de suivi dans 2 semaines. Mon congé de l'armée avait été prolongé et, pour la première fois depuis des années, le travail n'était plus le centre de mon monde. C'était Emma. Chaque soir, nous nous asseyions ensemble sur le porche arrière. Elle montrait du doigt les écureuils qui couraient sur la clôture pendant que je lui lisais des livres pour enfants qu'elle connaissait par cœur depuis longtemps. Pendant quelques jours précieux, la vie a semblé presque paisible. Puis tout a explosé. Cela a commencé avec Harold, un mardi après-midi. Il m'a appelé. Rebecca, je pense que Marc sait. Mon estomac s'est noué. C'est quoi? Que je t'ai donné l'argent. J'ai fermé les yeux. Comment? Il a vérifié mon compte en banque. J'ai froncé les sourcils. Vous partagez un compte? Ta belle-mère a insisté pour que nous en gardions toujours un en commun. Sa voix semblait fatiguée. Quand elle a vu le retrait, elle a exigé de savoir où il était passé. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qui s'était passé ensuite. Harold a continué. Marc est passé hier soir. Qu'a-t-il dit? Harold a expiré lentement. Il ne posait pas de questions. Il hurlait. Selon Harold, Marc avait fait irruption dans la maison sans frapper. Tu lui as donné mon argent. Harold l'a corrigé immédiatement. Non, Marc. Mon argent. Marc n'a pas aimé cette réponse. Il a accusé Harold de trahir son propre fils. Linda s'est jointe à la conversation presque instantanément. Je te l'avais dit, a-t-elle lancé à son mari.
Tu as toujours pris le parti de Rebecca. Harold a ri doucement en me racontant l'histoire. C'était la première fois en 47 ans que je disais à ta belle-mère qu'elle avait tort sans m'excuser après. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Qu'a-t-elle fait? Elle a fait une valise. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Elle a dit qu'elle restait chez sa sœur jusqu'à ce que je retrouve la raison. Et vous l'avez retrouvée? Non. Pour la première fois depuis que je connaissais Harold, j'ai entendu un peu d'humour dans sa voix. J'ai aidé à porter la valise. J'ai ri, pour de vrai. C'était étrange après tout ce que nous avions traversé, mais ça faisait du bien. Puis la voix d'Harold est redevenue sérieuse. Rebecca, avant que Linda ne parte, elle a dit quelque chose. Quoi? Elle a dit que Mark ne pouvait pas laisser passer ça. Une sensation de froid m'a envahi. Pourquoi? Il n'arrêtait pas de demander ce que je t'avais donné en plus du chèque. Je me suis figé. En plus du chèque. Harold n'avait jamais parlé à Mark de la lettre, ni de la conversation que nous avions eue sur la maison de plage, ni des documents. Il pense qu'il y a autre chose, ai-je dit doucement. Il y en a, Harold a baissé la voix. J'ai nettoyé le garage. Quel est le rapport? J'ai trouvé une autre boîte. Cela a attiré mon attention. Quelle sorte de boîte? Celle que Mark m'a demandé de stocker il y a quelques années. Mon pouce est accéléré. Je l'ai ouverte. Et il y a des dossiers à l'intérieur. Quel genre de dossier? Je n'ai pas tout regardé. Il a fait une pause. Mais j'ai reconnu ton nom sur plusieurs d'entre eux. Le lendemain matin, je suis allé chez Harold après avoir déposé Emma chez Claire. La boîte était sur la table de sa salle à manger. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement organisés, déclaration de revenus, registre d'entreprise, relevé hypothécaire. Puis j'en ai trouvé un étiqueté simplement « Retraite ». Je l'ai ouvert. La première page a fait trembler mes mains. C'était un email de Mark à son conseiller financier. Une fois que Rebecca aura terminé ses 20 ans dans l'armée, nous aurons accès à ses prestations de retraite. Après ça, le divorce devrait être simple. L'email avait été envoyé près de 3 ans plus tôt. 3 ans. Il n'avait pas seulement planifié une maison de plage. Il avait planifié une sortie. Je suis resté là, à fixer la page, pendant qu'Harold versait tranquillement 2 tasses de café. Aucun de nous n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. L'audience était prévue un jeudi matin au palais de justice du comté de Williamson à Franklin. Je suis arrivé avec 40 minutes d'avance. Cette habitude me venait de l'armée, si vous n'êtes pas en avance, vous êtes déjà en retard. Susan Whittaker m'a rejointe dans le couloir, portant 2 épais classeurs et un gobelet de café noir. Vous avez dormi un peu, demanda-t-elle. Quelques heures. Elle a souri. C'est probablement plus que ce que votre mari a réussi à faire. Je n'en étais pas si sûr. Mark avait toujours été doué pour paraître confiant, même quand il ne l'était pas. Susan et moi sommes entrés ensemble dans la salle d'audience. Ce n'était pas aussi dramatique que ce que la télévision laisse paraître. Pas de galerie bondée, pas de journalistes, juste des bancs en bois poli, des conversations feutrées et des gens qui attendaient que leur propre matinée difficile commence. Mark était déjà là. Il portait le costume bleu marine que je lui avais acheté pour notre 20e anniversaire. Le voir dedans a fait naître une douleur en moi, juste une seconde. Puis je me suis souvenu de l'email. La maison de plage, l'hôpital, Emma. La douleur a disparu. Linda était assise à côté de lui, vêtue d'une robe de couleur crème, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Dès qu'elle m'a vu, elle a détourné le regard. Mark, non. Il s'est approché de moi avec un sourire qui semblait complètement déplacé. Rebecca. Je n'ai pas répondu. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Suzanne s'est interposée entre nous. Elle a un avocat. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire par l'intermédiaire de votre conseil. Le sourire de Mark s'est évanoui. Son avocat l'a rappelé juste au moment où les portes de la salle s'ouvraient. La cour. L'audience a commencé. Suzanne a d'abord présenté les relevés bancaires. Chaque virement, chaque retrait, chaque dépôt de ma solde militaire. Chaque document était daté, organisé et facile à suivre. Le juge a tranquillement feuilleté les pages. Puis sont venus les papiers de l'hypothèque.
Suzanne a remis des copies agrandies de la page de signature. Votre honneur, dit-elle calmement, Madame Carter n'a pas signé ces documents. L'avocat de Mark a immédiatement objecté. C'est de la spéculation. Suzanne a hoché la tête poliment. Ce le serait, si nous n'avions pas ceci. Elle a soumis un autre dossier. À l'intérieur se trouvait le rapport d'un expert en analyse de documents certifiés. L'expert a conclu que la signature sur les documents hypothécaires n'avait pas été écrite par moi. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Mark s'est agité sur sa chaise. Pour la première fois de la matinée, il avait l'air mal à l'aise. Puis Suzanne a appelé notre témoin suivant. Harold Bennett. Je me suis retourné vers le fond de la salle. Harold s'est levé lentement et s'est dirigé vers la barre des témoins. Mark avait l'air sincèrement abasourdi. Papa? Harold ne l'a pas regardé. Il a levé la main droite, a prêté serment et s'est assis. Suzanne a posé des questions douces et directes. Monsieur Bennett, votre fils vous a-t-il demandé d'examiner des documents liés à l'achat de la propriété de Destin? Oui. Qu'avez-vous observé? J'ai remarqué que le nom de Rebecca ne figurait pas comme propriétaire. En avez-vous discuté avec votre fils? Oui. Et quelle a été sa réponse? Harold a pris une profonde inspiration. Il m'a dit, les mariages de militaires ne durent pas toujours. Linda a soudainement chuchoté quelque chose à Mark. Le juge a levé les yeux. Conseil, rappelez à vos clients de ne pas interrompre. Suzanne a continué. Monsieur Bennett, avez-vous plus tard fourni 5 500 € à Rebecca? Oui. Pourquoi? Sa voix s'est brisée pour la première fois. Parce que ma petite fille avait besoin d'une opération, et que mon fils a refusé d'aider. Personne n'a parlé. Pas même Mark. J'ai baissé les yeux vers mes mains, car je savais que si je regardais Harold, je me mettrais à pleurer. L'audience a duré 1 heure de plus. À la fin, le juge n'a pas annoncé de décision finale. Au lieu de cela, il a regardé directement les deux avocats. Je veux un décompte complet de tous les actifs matrimoniaux, des registres bancaires et des transferts financiers. Puis il a regardé Mark. Et je suggère fortement que tous les documents financiers pertinents soient conservés. À l'extérieur de la salle, Mark a finalement retrouvé sa voix. Il a fixé son père. Tu l'as choisi, elle, plutôt que ta propre famille. Harold a répondu sans élever la voix. Non, Mark. J'ai choisi ce qui était juste. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que la justice pourrait réellement être possible. 3 jours après l'audience, j'ai aidé Emma à colorier une image d'un papillon à notre table de cuisine quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler. Le son a résonné dans la maison si fort qu'Emma a sursauté et a laissé tomber son crayon. J'ai regardé par la fenêtre. Mark. Sa cravate pendait, ses cheveux semblaient décoiffés, et il faisait les 100 pas sur mon porche comme un homme qui n'avait plus d'endroit où se cacher. Il a de nouveau frappé la porte. Rebecca, ouvre. Emma m'a regardé avec de grands yeux. Maman, papa, fâché. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. Tout va bien, ma chérie. Puis j'ai discrètement pris mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement avant de le glisser dans ma poche. Je ne prenais plus de risques. Un autre coup violent a secoué la porte. Je sais que tu es là. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir sur le porche, la refermant derrière moi. Que veux-tu, Mark? Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres pendaient sous ses yeux. Un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Puis il a commencé à parler. Mes comptes sont gelés. Je n'ai rien dit. La banque ne me laisse pas toucher un centime. Toujours rien. La ligne de crédit de l'entreprise de couverture est suspendue. Il a pointé un doigt accusateur vers moi. C'est à cause de toi. Non, ai-je répondu calmement. C'est à cause des choix que tu as faits. Son visage est devenu rouge. Toi et mon père, vous m'avez piégé. Je ne t'ai pas forcé à signer à ma place. Il s'est figé. Pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Il a baissé la voix. Rebecca, si ces enquêteurs finissent de tout éplucher. Il s'est arrêté. J'ai attendu. Finalement,
il a lâché la question qu'il était venu poser. Qui avait-il dans cette enveloppe que papa t'a donnée? La voilà. Pas de « Comment va Emma ?» Pas de « Est-ce que notre fille se remet ?» L'enveloppe. C'était ce qu'il avait amené sur mon porche. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne comprends toujours pas, sa mâchoire s'est crispée. J'ai besoin de cette enveloppe. Non. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai presque souri. J'en sais assez. Il s'est approché. Donne-la-moi. J'ai reculé d'un pas, par. Au lieu de cela, il a tendu la main vers mon bras. Avant qu'il ne puisse me toucher, une autre voix a retenti dans le jardin. Enlève ta main de sur elle. C'était Harold. Il venait de se garer dans l'allée avec un sac de course sur le siège passager. Mark s'est retourné brusquement. Papa, dis-lui. Harold s'est approché de nous sans élever la voix. Je l'ai déjà fait. Vous avez tout gâché. Harold a regardé son fils un long moment. Non, tu as fait ça tout seul. Les épaules de Mark se sont affaissées. Pour la première fois, il semblait moins en colère que désespéré. Ils disent que je pourrais perdre l'entreprise. Harold a hoché la tête. C'est possible. La maison de plage? Tu pourrais la perdre aussi. Mark a enfoui ses deux mains dans ses cheveux. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Non, en effet. Tu t'attendais à ce que je reste silencieuse. Il m'a fixé. Après un long silence, il a murmuré, je n'aurais jamais pensé que tu te défendrais. J'ai senti quelque chose en moi s'apaiser enfin. Je ne me défendais pas. Je protégeais notre fille. Juste à ce moment-là, un shérif du comté de Williamson est sorti d'un autre véhicule garé sur le trottoir. Apparemment, un des voisins avait appelé après avoir entendu les cris. Le shérif a parlé calmement. Monsieur, on vous a demandé de partir. Mark m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait aucune excuse. Aucune inquiétude pour Emma, seulement du regret pour lui-même. Sans un mot de plus, il est monté dans son camion et est parti. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Quand je me suis retourné vers la maison, Emma était à la fenêtre, me faisant un signe de la main. Non pas parce qu'elle comprenait ce qui s'était passé, mais parce qu'elle croyait que tous ceux qui partaient finissaient par revenir. Je me suis promis silencieusement que les seules personnes que j'accueillerais à nouveau par cette porte seraient celles qui le méritaient vraiment. Le divorce a été finalisé un peu plus de 6 mois plus tard. C'était un mardi matin frais de novembre, avec des feuilles oranges recouvrant la pelouse du palais de justice de Franklin. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas d'applaudissements, pas de célébration, juste un juge signant l'ordonnance finale, remerciant les deux avocats et nous souhaitant bonne chance. Parfois, les plus grands moments de la vie arrivent presque en silence. À ce moment-là, l'enquête financière avait révélé bien plus que ce à quoi je m'étais attendu. Mark avait utilisé mes revenus militaires pour obtenir des prêts sans que je le sache. Il avait transféré de l'argent de nos comptes joints pendant que j'étais en déploiement. Il avait signé des documents en utilisant mon nom. Le tribunal lui a ordonné de rembourser ce qu'il devait, et plusieurs actifs, y compris la maison de plage, ont été vendus pour satisfaire le jugement financier. Ironiquement, la maison qu'il avait choisie au détriment de l'opération de sa fille fut l'une des premières choses qu'il a perdues. Harold a officiellement demandé le divorce de Linda 2 mois après notre audience. Un après-midi, il est passé avec une soupe de poulet maison pour Emma et a souri de cette manière douce qu'il avait toujours. J'aurais dû me lever plus tôt, a-t-il admis. Je nous ai versé du café à tous les deux. Vous vous êtes levés quand c'était important. Il a hoché la tête lentement. J'ai appris quelque chose. Quoi donc? Maintenir la paix et faire ce qui est juste ne sont pas toujours la même chose. J'ai longuement réfléchi à ces mots après son départ. Emma continuait de se renforcer chaque semaine. À Noël, elle courait dans le salon, chaussée de chaussons en forme de reine, riant parce que notre vieille labrador, Molly, n'arrêtait pas de voler du papier cadeau. On n'apprécie jamais les moments ordinaires jusqu'à ce qu'on ait failli les perdre. Quelques semaines plus tard, je suis retourné à Fort Campbell. Revenir sur la base était différent cette fois-ci. Non pas parce que mon travail avait changé, mais parce que j'avais changé. Pendant des années, j'ai cru qu'être forte signifiait tout porter seul, accepter chaque mission supplémentaire, faire chaque sacrifice,
trouver des excuses pour les gens qui cessaient de se manifester quand j'avais le plus besoin d'eux. Je ne crois plus à ça. La vraie force, ce n'est pas d'endurer des déceptions sans fin. C'est de reconnaître quand l'amour est devenu à sens unique, et d'avoir le courage de choisir quelque chose de plus sain. Avec le recul, je ne pense pas que la vengeance ait jamais été mon but. Je n'ai jamais voulu humilier Marc. Je n'ai jamais souhaité que Linda soit seule. Je ne me suis pas réveillé en espérant que quelqu'un perde une maison ou une entreprise. J'ai simplement refusé de laisser la malhonnêteté devenir le fondement de l'avenir de ma fille. La justice n'est pas arrivée avec des cris. Elle est arrivée par des documents, la vérité, des gens patients et le courage tranquille de ceux qui sont prêts à faire ce qui est juste. Emma a 5 ans maintenant. Sa cicatrice s'est estompée pour devenir une fine ligne argentée sur sa poitrine. Parfois, elle demande comment elle l'a eu. Je lui dis que cela nous rappelle à quel point elle a été courageuse. Un jour, quand elle sera plus grande, je lui parlerai d'une autre sorte de cicatrice, celle, invisible, que les adultes portent, et comment elles peuvent guérir, elles aussi. S'il y a une chose que ce parcours m'a apprise, c'est que les gens qui vous aiment vraiment ne disparaissent pas lorsque la vie devient compliquée. Ils se rapprochent, même quand c'est difficile. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir écouté mon histoire. Si une partie de celle-ci vous a rappelé votre propre parcours, j'aimerais vraiment lire vos pensées dans les commentaires. D'ici la prochaine fois, j'espère que vous prendrez bien soin de vous et des personnes qui ont gagné une place dans votre vie.